Sur la question, l'État centralisateur, garant de l'égalité des territoires, l'État centralisateur, on le sait, sur le territoire du Pays Basque, c'est toujours provocateur. Le Pays Basque prône plutôt la décentralisation, mais on va voir avec nos invités que l'État a aussi ses vertus. Sur l'égalité du territoire, en revanche, là, je pense que tout le monde sera d'accord. Mais c'est vrai que cette question est parfois un peu schizophrène auprès des élus qui veulent être détachés de l'État, comme le disait ce matin le député Vincent Bru, mais aussi à beaucoup d'attentes du gouvernement. Alors pour en parler ce matin, nous serons avec Denis Cagneau, directeur de l'Agence d'urbanisme des Pyrénées-Atlantiques et un peu au-delà, un expert du logement, puisque dans son parcours professionnel, il a travaillé des deux côtés de la barrière, du public et du privé, donc il a une vision d'ensemble complète. Et puis Didier Vanoni, qui est sociologue, qui a fait une grande partie de son parcours auprès de la Fondation Abbé Pierre pour travailler sur le mal logement, mais ce n'est surtout pas sa seule casquette, loin de là. Il a travaillé aussi il travaille toujours sur la rénovation urbaine, sur l'USH. Il travaille avec les collectivités locales. Il a notamment rencontré ici au Pays Basque le président de l'agglomération, Jean-René Etchegaray. Donc il connaît les enjeux aussi de ce territoire qui sont aussi une illustration de ce qui se passe à l'échelle nationale. Je vais commencer avec vous, Denis, sur l'agence d'urbanisme qui évidemment travaille beaucoup sur cet aménagement du territoire. Où en est-on de l'aménagement du territoire et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Merci Pierre, merci aux entretiens d'Inchoseta de nous donner la parole. L'avantage d'être en tribune, c'est qu'on peut enlever 3 minutes le masque, c'est pas inintéressant. C'est bien agréable. Oui, les agences d'urbanisme sont des outils un peu intéressants d'un point de vue premier témoignage de la décentralisation en quelque sorte, puisque créées en 1967 par la loi d'orientation foncière, elles permettent toujours un dialogue entre l'État et les collectivités locales, puisqu'elles en sont une émanation volontaire sur les territoires. Ce n'est pas un exercice imposé, c'est vraiment les territoires qui ont désigné et qui ont choisi d'avoir une ingénierie locale mutualisée. Alors la définition possible de l'aménagement du territoire, en tout cas dans son modèle fonctionnaliste, on va dire, ce serait la suivante. Ce serait un ensemble d'actions volontaires prospectives et concertées menées par les acteurs publics et privés pour disposer avec ordre et équité les habitants, les activités, les équipements et les moyens de communication dans ce qu'on appelait à l'époque, début de la planification, l'espace national. Alors, le vocabulaire est un peu daté, pas sur tous les vocabulaires, mais au moins sur un certain nombre d'entre eux. Toutefois, la crise des Gilets jaunes, par exemple, a mis en lumière la grande diversité géographique des inégalités territoriales, les conflits d'usage, les exclusions, la hiérarchie des lieux plus ou moins connectés sur notre territoire. Alors, est-ce que nos SRADET, les fameux acronymes que l'on adore dans nos métiers, schéma régional d'aménagement et développement, les SCOT, schéma de cohérence territoriale, et autres PLUI, ont-ils été des exercices qui sont de nature à répondre à l'équilibre de ces aménagements territoriaux ? Ce sont des exercices qui sont régionalisés et territorialisés. Est-ce qu'ils ne participent pas aussi à un certain émiettement des approches par le fait que justement ils sont extrêmement territorialisés ? Il y a des exercices dans certains territoires où on peut dialoguer entre les différents SCOT, entre les différents schémas de planification, ce qui n'est pas toujours le cas et qui devrait être, à notre avis, largement développé. Alors si l'État est aujourd'hui un peu moins aménageur qu'il ne l'a été peut-être par le passé, il reste quand même avec des leviers extrêmement importants, voire majeurs sur l'aménagement du territoire. Les OIN, la loi SRU ou les autres lois littorales par exemple, la définition, on en parlait tout à l'heure, des normes techniques et juridiques, les péréquations financières, les interventions sur les finances locales, et Dieu sait si ça a été le débat, et ça l'est toujours sur les territoires, les appels à projets ou les manifestations d'intérêt,
sont des outils assez puissants que l'État utilise sur l'aménagement du territoire. Toutefois, entre volontarisme et force du marché, on est dans un monde qui est marqué par le libéralisme économique, une concurrence généralisée entre les territoires qui est souvent revendiquée, l'urbanisation et la métropolisation, la loi du plus gros. Je ne sais pas si elle est toujours valide, mais en tout cas, c'est une loi qui est extrêmement développée dans nos modèles, généralement sur l'ensemble du territoire. On est quand même, nous, sur aujourd'hui un modèle d'aménagement qui est plutôt hybride, qui n'atténue que partiellement les inégalités territoriales, qui hésite entre interventionnisme public et délégation au privé. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une décentralisation plus poussée pourrait renforcer les inégalités territoriales ou bien, suggestion, est-ce que ça ne pourrait pas permettre à chaque territoire de trouver sa voie? Est-ce que ça permettrait d'augmenter les vecteurs d'inégalité ou au contraire de faire actionner des facteurs d'épanouissement pour chaque territoire? C'est quand même des éléments intéressants à se poser sur les questions d'aménagement du territoire. De quoi l'État doit-il rester le garant à l'heure où le couple public et privé a pris le relais d'un État qui était jusqu'alors largement planificateur, et à l'heure aussi où des collectivités gestionnaires ont des moyens financiers de plus en plus limités. Alors Denis, si l'on prend l'exemple des métropoles, on a ici la métropole bordelaise, des fois le Pays Basque parle aussi de métropolisation dans son fonctionnement. Est-ce que c'est un succès ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire? Alors les fameuses métropoles d'équilibre, elles datent de 1963, 64, elles ont mon âge quoi, globalement. Et au début, c'était porté par un rapport qui a été fait à la DATAR. Ça a suivi le fameux ouvrage de Gravier, Paris et le désert français. Et en 63-64, deux autres géographes, Autreux et Rochefort, ont sorti un rapport en disant il faut faire des contre-pouvoirs métropolitains avec des grandes villes. Il y en avait 8 au départ. On peut citer Bordeaux, Nantes, Saint-Nazaire, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Nancy. Et puis au milieu des années 70, on s'est dit c'est un échec. Ça ne marche pas. L'Île-de-France continue à être cet aspirateur à activité. Ça ne marche pas. Et en fait, 55 ans après, on se dit qu'on a totalement réussi. C'est-à-dire c'est un succès. Les métropoles sont aujourd'hui, pour certaines d'entre elles de niveau européen, et jouent un rôle de concentration au niveau des grandes régions assez phénoménal, par la composition aussi et l'effet synergie de la décentralisation, de l'engorgement de l'Île-de-France et des équipements très importants comme le réseau des LGV, bien évidemment, qui ont construit tout ça. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui est dominant, celui des métropoles. Voire même écrasant. Alors, face à ça, est-ce que quand même le concept d'armature urbaine, qui existait il y a quelques 20 ans à peu près, on a pu le dire dépassé et condamné par la puissance écrasante des métropoles, est-ce qu'il ne doit pas être remis en vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas reparler d'armature urbaine, territoriale? Est-ce que c'est une pensée qui est dépassée? Est-ce qu'il faut équilibrer? C'est ça. Et éventuellement, alors on ne peut pas non plus aller dans le sens, est-ce qu'on est condamné à faire des villes ronds-points, juste pour rappel, on a 63 000 ronds-points en France, il y en a 10 000 en Allemagne. Mais les fameuses villes ronds-points, ces villes où on organise tout en fonction de la mobilité de la voiture et qui sont donc liées à des zones de centralité beaucoup plus importantes autour des métropoles, comment est-ce qu'on peut enclencher un rééquilibrage? Alors, on parle aujourd'hui de villes polynucléaires. D'aucuns parlent de villes réseau, voire de villes archipels, et on en parle régulièrement, mais tout cela se construit dans le temps. On vient de le voir à l'instant, la construction des métropoles, 50 ans, 5 décennies. Si on veut aujourd'hui lancer une politique de rééquilibrage, il faut qu'elle soit dans la durée, et que l'État aménageur mette les moyens. Ça ne peut pas se résumer à une intervention d'une politique de 3, 4 ou 5 ans. Ça a mis 50 ans à construire les épées métropoles aujourd'hui. Il faut qu'on puisse construire des politiques dans la durée pour ces fameux rééquilibrages territoriaux. Et justement, les ménages, comment ils peuvent s'inscrire là-dedans, dans cette politique de l'habitat? Alors, les ménages, comment habitent-ils sur le territoire? On peut aussi peut-être indiquer qu'il y a eu des effets
modificateur très important, l'arrivée de la toile, le fameux web. N'oublions pas que cette toile densifie d'abord les métropoles. Quand on est branché sur le web, c'est pas la même chose d'être connecté à Villeréal ou d'être connecté à Bordeaux. Villeréal, c'est dans le Lot-et-Garonne. Oui, voilà. J'ai volontairement cité autre chose que l'intérieur du Pays Basque ou du Béarn. C'est pas la même chose. Et on a un effet de renforcement dans l'attractivité des métropoles par le biais de la toile. Il ne faudrait pas justement que la toile ne soit que l'effet métropolitain renforcé ou que l'effet au bénéfice des GAFA. Comment est-ce que les territoires qui investissent énormément dans les logiques connectiques, dans la fibre, etc., peuvent avoir aussi un retour minimum de retour de plus-value sur leurs investissements dans la toile, que ça ne soit pas uniquement des infrastructures, mais qu'ils en aient un bénéfice au niveau de la fréquentation de la toile. Cette toile, elle doit avoir aussi une expression physique, la toile territoriale, la toile de l'armature urbaine, la toile sociale des habitants, et je vais venir à ta réponse, à la réponse à ta question, et la toile aussi temporelle, parce que les distances et la mobilité sont aussi une toile qui construit nos territoires au quotidien. Alors, comment les habitants vivent ou habitent leur territoire? Je trouvais intéressant de faire juste un petit point de définition. L'habitat, j'aime à le rappeler depuis longtemps, c'est le mode d'organisation et de peuplement par l'homme ou par une autre espèce du milieu où il vit. Et petit point de détail, on construit un des exercices imposés, le programme local de l'habitat. Il est souvent résumé au programme local du logement. Or, on parle bien d'habitat et toute la définition... Enfin, on les confond d'ailleurs. Exactement. Or, l'habitat, c'est bien le mode de peuplement, et je pense que Didier, tout à l'heure, va évoquer aussi ces thématiques-là. On est bien dans un intitulé général là-dessus. Au-delà de cet enjeu d'organisation du territoire, on a aussi un enjeu de temporalité. J'en parlais tout à l'heure. Ce qu'on appelle le temps non passé au travail. Début du 19e siècle, sous Napoléon, pour simplifier, 70% de la vie éveillée était consacrée au travail. Avant la guerre de 14, on tombe à 40%. Aujourd'hui, on est à un maximum 20%. Et ça veut dire avant le télétravail. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on est bien sur une modification. Pour autant, le lien du lieu logement, lieu du travail, est encore une donnée majeure, très très importante. Et effectivement, le lien avec le télétravail peut faire bouger les choses. Alors, assurer un accès équivalent aux services, c'est très variable en fait. Si on étend la notion de service et d'équipement à des données comme les paysages, la montagne, la mer, la forêt, les rivières, un habitant de la ville, il est nettement défavorisé par rapport à un habitant de Bunus, comme le rappelait tout à l'heure monsieur le maire, monsieur Itural. J'ai le souvenir d'une anecdote rapide. Au début des années 90, je travaillais sur un quartier ancien de Bayonne, dans la rue Maubec. Et dans la rue Maubec, qui est juste à côté de la gare, il y avait un habitat insalubre très développé, très important, dégradé, avec des populations qui l'habitaient, qui étaient en grande situation de précarité, marquées par deux types de populations, des Portugais et des Africains. Et j'allais me balader dans ce quartier et je tombe sur un lavoir. Et le lavoir de la rue Maubec, il allait être rasé par la commune à l'époque, parce que c'était le symbole d'un usage dépassé de la ville, et également qu'il n'y avait plus qu'un filet d'eau. Et en fait, tous les jours, lundi, mardi, jusqu'au dimanche, il y avait des femmes africaines et des femmes portugaises qui venaient là. Excusez-moi, c'était à l'époque les femmes qui faisaient, et je pense que ça reste encore toujours le cas pour beaucoup de choses, hélas, qui faisaient leur lessive et qui allaient étendre leur linge autour du lavoir de la Maubec parce qu'elles ne pouvaient pas le faire dans l'habitat, dans le logement dans lequel elles vivaient. Cette anecdote juste pour illustrer le fait que ce dont les habitants ont besoin de services peuvent se révéler très éloignés des standards que nous autres experts ou décideurs imaginons comme étant les besoins des habitants. Je veux dire par là qu'il faut faire un pas de côté. Ça veut dire que Bunus n'est pas condamné forcément à avoir tel type d'habitants sur son territoire et qu'on peut imaginer qu'ils aient besoin d'autres types de services que les mêmes que ceux qui existent en milieu urbain. Ce qu'il faut, c'est identifier le profil de ces habitants qui vont vivre sur le territoire. Voilà. Merci Denis pour cette illustration. L'aménagement du territoire, on est au cœur de la question ici. Monsieur Vanaudy, est-ce que
Comment se construit tout simplement la démographie d'un territoire? Est-ce que ça peut s'expliquer? Question ouverte pour la première. Écoutez, il y a des choses que je vais reprendre qui viennent d'être dites, mais le logement, ou les politiques du logement comme les politiques de l'habitat, ont la particularité de fabriquer des citoyens. Parce que finalement, c'est par ces politiques-là que l'on situe les gens sur un territoire. Alors qu'on les situe ou qu'ils se situent, parce qu'on vient de construire un nouveau quartier, une ville nouvelle quand il y avait des villes nouvelles, ou une extension urbaine, mais aussi parce qu'elle contribue à maintenir sur un territoire des populations susceptibles de s'en aller. Et je prendrai comme exemple des choses qui n'ont pas été dites depuis ce matin, ou alors j'ai loupé un moment, mais on n'a pas beaucoup parlé des centres-villes anciens, des villes moyennes, qui se désertifient avec des taux de vacances de logement qui peuvent dépasser les 20 ou 30% pour certains centres anciens, avec des prix de marché qui sont complètement dérisoires, où on trouve des appartements à 20 ou 30 000 euros dans certaines villes moyennes en France. Alors on n'est pas forcément dans le Pays Basque, mais je pense que dans certaines peut-être petites villes, on a ce type de phénomène. Alors, quand je parle de ça, je parle aussi de la responsabilité qu'ont les collectivités, mais aussi au-delà de l'État, pour rééquilibrer, maintenir un équilibre et maintenir un niveau de service dans ces territoires. Parce que celui qui construit, celui qui aménage, celui qui a la responsabilité de fabriquer du logement et fabriquer de la ville, n'est pas forcément celui qui va gérer les conséquences sociales ensuite des décisions qu'il a prises. Alors je ne parle pas de la collectivité locale, je parle de l'aménageur, je parle du constructeur, je parle du promoteur immobilier. Et on voit bien qu'il y a très souvent un écart, un tirage, une tension entre la possibilité de construire, la possibilité de valoriser un terrain, un territoire, un foncier, et les conséquences que cela peut avoir ensuite dans la gestion, ne serait-ce qu'en termes d'équipement, les écoles, de voirie, comme pour les transports, ou la desserte. Et à l'inverse, quand on doit requalifier un territoire, il y a toute une série d'implications qu'il faut aussi mobiliser quand on veut maintenir une population, augmenter le niveau de service, ou quand on veut adapter un patrimoine à un peuplement nouveau. Alors aujourd'hui, ça couvre ce que je viens de dire, après toutes les politiques publiques en cours. Et comme on pose la question de l'État central, on peut se poser la question qui a la responsabilité et qui se sent responsable de la manière dont se répartissent sur le territoire ces populations qui sont quelque part engagées à rester ou à s'en aller ou à faire évoluer leur itinéraire résidentiel sur le territoire pour des raisons qui ne sont pas celles que l'on peut imaginer les plus souhaitables pour elles. Parce que les prix sont trop chers, parce que le logement est énergivore, parce que, au contraire, les gens sont concurrencés par de nouveaux habitants, la boboisation de certains quartiers qui ont tiré les prix vers le haut, par le changement des types de commerce que génère une nouvelle population qui fait que les populations peut-être les plus modestes peuvent plus s'approvisionner dans certains quartiers où elles habitent traditionnellement. Tous ces éléments-là sont pris en charge par ailleurs. Alors là, on peut prendre deux échelles. On peut prendre l'échelle locale, quand il s'agit d'un quartier, ou quartier de Bayonne peut-être, ou un quartier qui change et qui mute. On peut avoir d'autres quartiers qui, à l'inverse, mutent dans le mauvais sens, c'est-à-dire ils sont aujourd'hui en déprise complètement. Par exemple, j'ai travaillé à Bourges, où au moins 600 logements sociaux ont été démolis, en rue 1, au moins autant dans l'en rue 2, et il est resté au moins 600 logements vacants à l'arrivée. Voilà, donc dans le parc social, et à peu près 1200 dans le parc privé. À Bourges. Vous avez Nevers aussi, dans lequel vous avez des situations comme ça, Vierzon, sans aller toujours que dans la région centre, on a aussi d'autres situations dans d'autres régions, je suppose, mais j'ai travaillé sur celle-là et je peux en parler. Cherbourg, par exemple, aussi, Cherbourg est une ville aussi, il y a une vacance assez importante. Quand on veut faire revenir la population, qui peut faire revenir, avec quels outils on peut faire revenir la population, la maintenir, et puis travailler sur un phénomène qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'avais écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Logement et cohésion sociale, comment on fait vivre ces populations avec des politiques de l'habitat et du logement qui sont ce qu'elles sont, de manière cohérente et de manière un peu harmonieuse sur les territoires, pour éviter les ghettos d'un côté, ghettos de riches et ghettos de pauvres,
et éventuellement même comment on peut éviter qu'il y ait un rejet des populations nouvelles, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais aujourd'hui les gens qui bougent beaucoup sur le territoire, ce sont les migrants de l'intérieur, d'une région à l'autre. Par exemple, la région rennaise aujourd'hui est très attractive pour des salariés et des gens originaires du territoire national ou européen, alors que le logement est très rare et les prix augmentent. Et puis les migrations qui viennent de l'extérieur et qui sont aujourd'hui créent des tensions sur tous les segments du logement, des marchés du logement. Merci. Est-ce que justement, dans cet aménagement du territoire, le rôle du promoteur est évidemment important? Est-ce qu'il a les pleins pouvoirs ou est-ce que c'est partagé avec d'autres? Alors oui, ce que vous appelez promoteur, c'est sans doute ceux qui produisent du logement, les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux aussi, enfin tous ceux qui produisent du logement. Alors, est-ce qu'ils sont seuls? Non, ils sont impliqués dans des politiques générales et dans des schémas. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé par le mouvement. Donc, ils ne sont pas seuls. Mais par contre, là où il y a nécessité d'une intervention publique, c'est de manière à rappeler à chacun les engagements réciproques, c'est-à-dire produire pour un opérateur, c'est chercher un client et trouver un destinataire à l'opération immobilière. Pour la collectivité, ça sera avoir une offre de logement complémentaire et qui satisfasse les demandeurs de logement du territoire. Pour la population, ça va être une autre perspective. Peut-être ça me permettrait, comme j'ai été perturbé, je ne sais plus où j'en suis, mais je vais essayer de... Le temps que vous repreniez, non. Je vais donc saluer Madame la Ministre, Madame Wargon, d'être à nos côtés, qui vient d'arriver, comme prévu, avant l'heure du déjeuner. Donc, merci de nous honorer de votre présence, et flatté que vous assistiez à cette table ronde. Bonjour aussi, Monsieur le Sous-préfet. Ça permettrait de parler peut-être des ménages. Ce matin, il y a eu un développement sur l'offre et la demande de logement. Et je voulais peut-être vous parler un petit peu de la manière, parce que c'est ce que j'ai étudié régulièrement, la manière dont se font les achats ou les attributions de logement ou les choix de logement. Est-ce que les Français aujourd'hui peuvent choisir leur logement? Et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte quand ils choisissent leur logement? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs terminologies d'ailleurs qui permettent d'évoquer la question. On parle d'un habitat choisi, on parle d'un habitat désiré. Alors, ça renvoie en général à l'architecture ou au projet urbain, ça d'ailleurs. Et puis, il y aurait peut-être du côté des pouvoirs publics, du côté de ceux qui gèrent la question publique, un habitat souhaitable, notamment quand on prend les enjeux environnementaux. Et quand on fait de la sociologie de bulle de vente, comme je dis, c'est-à-dire souvent quand on va voir les gens qui achètent un logement auprès d'un promoteur ou d'un commercialisateur quelconque, on voit bien que quand on voit des acheteurs, ce sont des gens qui ont pour acheter, sont passés par une succession de renoncements. Ils achètent rarement. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont complètement autonomes et qui ont des revenus suffisants pour acheter le produit qui leur convient. Mais quand on sait que le logement neuf en promotion immobilière, c'est à 80% des primo-accidents, les gens qui achètent, en général, renoncent à toute une série de choses. Et ils rentrent en transaction avec eux-mêmes en se disant « je renonce le jardin qui fait le tour de la maison, je renonce à la maison individuelle, je renonce à la chambre supplémentaire, mais j'ai quelque chose en complément ». Alors, une belle vue, un environnement agréable, je suis pas trop loin du centre-ville. On rentre en négociation avec soi-même. La difficulté que l'on a, c'est que quand on réfléchit bien, ce sont des gens qui vont s'endetter sur 20, 25 ans. On a une divorcialité aujourd'hui des jeunes ménages de 1 sur 2, c'est 48 désunions pour 100 unions par an. Alors, ce n'est pas les mêmes qui divorcent la même année, bien sûr, mais en flux, ça nous fait quand même 1 sur 2. On achète rarement tout seul. Une femme isolée, il faudrait que je regarde les statistiques récentes, mais enfin, une femme isolée de plus de 35 ans a très peu de chances et de probabilité d'accéder à la propriété, par exemple. Je crois qu'à l'époque, c'était 6% des femmes de cette tranche d'âge qui pouvaient prétendre à terme accéder. Donc c'est sans doute encore aujourd'hui beaucoup des couples qui achètent. Donc on est sur des systèmes très contraints, très fragiles, pour des achats qui ne sont pas forcément des achats choisis. Et je réfère à ce qui se passe dans les moments où on achète, où on choisit son logement, où on est censé choisir. Et puis le dernier point sur lequel... Denis, vous avez justement une illustration à travers les gens que vous avez rencontrés pas très loin d'ici. Oui, termine, vas-y Didier, sur... Donc ce que je voulais dire simplement, c'est qu'à la fin, cet ensemble de choix individuels ne fait pas forcément un choix collectif souhaitable.
C'est-à-dire que l'on voit, par exemple, dans des lotissements neufs, que des jeunes ménages assez fragiles du point de vue de leur budget, avec de jeunes enfants, et autour, pas par exemple de mode de garde prévu. Parce que la population qui pourrait devenir nounou, par exemple, à domicile, elle n'existe pas. On n'a pas de population différente à côté. Voilà. Donc, on est sur ces comportements-là, et il faut toujours s'interroger sur l'effet social d'un aménagement, d'une politique, etc. Complètement, Denis, là, sur l'évolution sociétale et familiale, c'est vrai que ça voilà. change beaucoup de choses, et vous avez, à travers vos travaux, pas mal d'exemples à ce sujet. En réaction effectivement à ce témoignage, enfin à ce propos, là, un témoignage et une question, un questionnement. J'ai à mes côtés, dans mon quartier, un jeune couple. Elle s'appelle Mélanie, on va changer son prénom, et elle cherche à acheter. Elle est à Bayonne. Elle a regardé d'abord autour de Bayonne, impossible. Elle s'est reportée ensuite à Bardos. Impossible. Bayonne, on est entre 4 000 € le mètre carré, à peu près. Oui, c'est ça, en moyenne. 3 000, 4 000. Elle s'est reportée ensuite jusqu'à Bidache, toujours impossible, prix du terrain aux alentours de 90 000 €. Elle a choisi finalement de s'implanter à Peyrehorade. Peyrehorade, on est à la frontière, voilà, de l'autre côté de la Dour, dans les Landes. De l'autre côté, on est plutôt à 45 km, et elle a choisi ça. Et je dis, Mélanie, vous allez loin, enfin voilà, je sais qu'elle travaille, cette fille, elle est en CDD, etc. Elle me dit, oui, mais c'est très très bien, on est content, mon mari, il a accès à la voie SNCF, ça va être facile pour se déplacer. Moi, je vais avoir quelques travaux que je vais mener aussi en CDD par-ci, par-là. Et puis, à Peyrehorade, il y a tout ce qu'il faut. Donc j'ai effectivement le collège, j'ai effectivement l'école, les services, etc. Et la question moi, que je me pose, c'est est-ce que Peyrehorade, alors on est sur des ménages, exactement ce que vous disiez Didier, c'est-à-dire potentiellement, c'est un jeune ménage, potentiellement c'est une chance enfin un risque sur deux de voir le couple exploser. Pas la norme quand même. Est-ce que Peyrehorade est donc, ou une autre collectivité de ce type-là, est-elle condamnée à n'accueillir que des ménages de report du littoral ? C'est la question qu'on doit se poser dans l'aménagement du territoire. Et si la réponse était oui, c'est comment on accompagne Peyrehorade à mieux accompagner, à mieux accueillir ces ménages-là. On ne peut pas laisser ces villes ou ces collectivités locales dans le fait de subir l'accueil de ménages qui sont susceptibles d'être fragiles socialement, et c'est ce que vous disiez Didier, il y a tout l'accompagnement qui est à la charge des collectivités aussi sur ce sujet-là. Donc il y a une vraie question d'aménagement du territoire, et là d'équité, mais aussi éventuellement de constater quels sont les moyens qu'on y met. C'est ça, et en cas effectivement de séparation, ça fait plus un foyer à loger, mais deux, comme vous disiez, et des communes comme Peyrehorade ou plein d'autres en France qui sont plus petites encore que les villes moyennes, n'ont pas forcément les logements prêts pour les accueillir, les deux, donc ce qui pose des problèmes de scolarité, de garde, etc. Non. Et ce qu'elle va trouver à Peyrehorade, c'est un terrain nu à 40 000 € avec une maison qu'elle va construire derrière. On peut faire le lien avec la table ronde précédente sur l'artificialisation des sols et le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de promotion qu'on appelle publique ou privée, peu importe, mais qui va réaliser une autre forme d'habitat sur le territoire de Peyrehorade parce qu'il n'y a pas le marché qui le correspond. Et puis la vacance, et on l'a vu aussi tout à l'heure dans la table ronde juste précédente, est un traitement qui est extrêmement lourd, sur lequel aujourd'hui les moyens manquent, avec des pistes toutefois que je partage tout à fait sur l'OFS et les capacités que pourraient porter les OFS sur les travaux à long terme. Bon, je crois que Madame la Ministre est venue avec le portefeuille, elle va nous le raconter tout à l'heure, sur les moyens. Alors vous avez parlé des jeunes, on pourrait parler aussi des ménages vieillissants. La population française, depuis 2005, bascule vers une population qui vieillit en masse, puisque c'est les baby-boomers, des générations 45 et suivantes, qui rentrent dans l'âge de la retraite. Et on voit bien qu'il y a une évolution aussi des besoins des ménages et d'un nouveau type de besoin. La France d'aujourd'hui, c'est pour 2/3 des petits ménages. C'est des petits ménages, et très bientôt pour 1/3 des ménages de plus de 65 ans. Donc, avec des besoins de services, de proximité, de services à domicile et éventuellement de maintien à domicile à terme. En 2045-50, on sera sur ce type de problème. Et aujourd'hui, le système du logement, il n'est pas fait pour. Et ce que l'on produit, comme ce que l'on réhabilite ou ce que l'on entretient, n'est pas
elle n'a pas complètement intégré cette nouvelle contrainte double, qui est de loger des jeunes ménages qui ont du mal, étant donné leurs ressources, à accéder en centre-ville ou près des lieux où il y a des services, et des ménages plus mûrs, et pas forcément avec de grosses retraites ou de gros revenus, avec des besoins en services qui vont aussi se manifester. Et les faire revenir dans les centres-villes moyens, ça va être très compliqué aussi, parce que les immeubles n'ont pas d'ascenseur, les logements ne sont pas adaptés éventuellement, et leur souhait aujourd'hui dépasse celui-là. Donc on a une adaptation aussi, et c'est dommage parce que la démographie, elle est inscrite depuis la naissance de ces gens-là dans les années 45 ou 50, et le vieillissement... Moi, on m'en parle depuis que je fais des études, ce vieillissement, l'équilibre des retraites, on en parle depuis très très longtemps. Les villes ne sont pas faites encore pour cette mutation. Et il va falloir vraiment s'y coller. Et ça va avoir des coûts, et des coûts qui sont environnementaux aussi, parce qu'il va falloir ramener des services, etc. Peut-être pour terminer, parce que vous vouliez me poser une question sur l'effet du Covid. Oui, c'est ça. Et s'ajoute à ça depuis le mois de mars le Covid et le recours au télétravail de plus en plus nombreux. Est-ce que justement à qui ça va profiter, ou est-ce que c'est au contraire un accélérateur des inégalités ? Alors le télétravail, déjà, petite plaisanterie comme ça, mais que vous allez voir qu'elle est porteuse de sens. Pour avoir du télétravail, il faut avoir du travail. Parce que le téléchômage, ça n'existe pas encore. Et ce que l'on va voir aussi avec la crise du Covid, c'est que, d'ailleurs c'est annoncé, c'est qu'il va y avoir une accélération du problème de l'emploi. Voilà. Donc on a ce problème-là. Et après il y a tous ceux qui étaient dans la sphère grise de l'emploi, c'est-à-dire qui étaient dans des systèmes de travail non déclarés, périphériques, les garages spontanés, etc. Et dans certains quartiers, c'est l'économie du quartier. Il y a bien sûr une population qui travaille toujours, mais dans un peuplement de quartiers très, très en difficulté, les QPV, on a une grande partie des revenus qui sont issus de cette économie grise. Donc ceux-là ont été très fortement contraints. Et puis il y a l'ubérisation de l'économie qui fait que les gens ont perdu très vite leur travail. On peut imaginer qu'ils vont le retrouver très vite, mais avec ce qui arrive aujourd'hui, avec c'est pas un confinement, mais enfin avec les mesures que l'on a aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'ubérisation va pas pouvoir repartir aussi fortement. Donc premier aspect, je veux bien qu'on parle de télétravail, mais qui aujourd'hui peut parler de télétravail de manière sereine en termes de qualité de vie, de choix de vie? C'est ceux qui peuvent choisir encore une fois, et c'est pas forcément les populations dont, en général, que j'étudie, c'est-à-dire les gens qui sont contraints à signer à résidence avec de très faibles ressources, etc. Pour ce qui est du Covid et de l'autre conséquence, et ce que le Covid a pu mettre au jour, c'est la question aussi des gens à la rue. Oui. Alors là, je reprends ma casquette de celui qui travaille pour les favorisés. Mais par exemple, l'agglomération de Lyon, le Grand Lyon, qui a décidé et affiché son projet de mettre 0 SDF à la rue après les avoir tous relogés pendant la période de Covid. Alors, ils n'ont pas tous relogés, d'ailleurs, je me suis renseigné depuis. Mais bon, il y a eu un effort qui a été quand même fait très, très fortement. Ça a révélé quand même un certain nombre de dysfonctionnements, parce que les SDF ne sont pas forcément des clochards un peu poètes, ce sont aussi toute une série de populations. On m'a parlé de jeunes femmes qui vivaient dans une cave avec ses chiens, on a parlé des bidonvilles spontanés. À Lyon, un collège avec 160 migrants qui occupent ce collège, dont 30 mineurs non accompagnés qui y vivent. On a amené de l'eau dans certains bidonvilles en région Île-de-France, de l'eau non potable, parce qu'on ne pouvait pas mettre une adduction d'eau, donc c'était des citernes et l'eau n'était pas potable. On a mis au jour toute une série. Et là, le retour après le Covid, on les a d'autant plus, on a d'autant plus senti qu'il y avait un impact, que on s'est occupé de ces populations. Du coup, maintenant, revenir en arrière, c'est très compliqué, et on peut aussi se poser la question de la responsabilité derrière. Ouais. Et l'État s'est beaucoup mobilisé, peut-être que Madame la Ministre en dira un mot. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par les services de l'État, avec les collectivités, et aujourd'hui, la grande crainte, c'est qui va se désengager, qui va reprendre la main, quelle est la suite finalement donnée à ces interventions. Alors je parle des SDF, on pourrait aussi parler de ce qui va se produire très bientôt sur les impayés de loyer, les expulsions locatives. Il y a un moratoire jusqu'au 31 octobre, mais l'après 31 octobre, on ne sait pas comment ça va se jouer. Donc sur le Covid, je ne voudrais pas non plus tirer la sonnette d'alarme, être toujours dans la plainte pour les plus défavorisés, mais je trouve qu'on s'est un peu payé de mots avec ça a révélé des choix de vie, etc. Pour ceux qui peuvent choisir, je répète encore une fois, et pour les autres, c'est double peine. Voilà.
pour conclure peut-être. Bien sûr. Denis, vous voulez compléter? Un petit point sur le télétravail juste. Effectivement, je rejoins Didier, il y a ce qu'on appelle le lumpen. Alors, il y a le télétravail de la catégorie plutôt aisée, et puis il y a le télétravail du lumpen prolétariat des GAFA. Nos petits algorithmes, ils ne tournent pas tout seuls. Il y a des gens derrière qui les remplissent, et ce sont des gens qui travaillent en général en télétravail chez eux, etc. Mais au-delà de ça, donc ça peut avoir un effet extrêmement discriminant, on est bien d'accord. Pour autant, en termes d'aménagement du territoire, il y a eu des tentatives qui n'ont pas forcément été couronnées de succès autour de création d'espaces de coworking, parce qu'ils étaient uniquement des espaces de coworking. En revanche, si on travaillait peut-être sur, et ça se fait déjà, sur le développement d'espaces de tiers-lieux mélangeant des types de travailleurs, on est bien d'accord qu'il faut le travail pour ça, mais des espaces-là, est-ce qu'on pourrait les répartir sur les territoires? Est-ce que cela pourrait-il avoir éventuellement un impact pour aménager différemment l'habitat sur le territoire et permettre à des gens peut-être de travailler 2 jours, non pas en travail à domicile, mais peut-être dans ces espaces-là, et aller de temps en temps aussi dans les espaces centraux où leur employeur est. Et peut-être qu'on pourrait imaginer à ce moment-là, en bougeant quelques curseurs, et ceci se fait dans le temps et la durée, ça ne va pas se faire d'un coup, mais il faut absolument accompagner ce dispositif-là et réfléchir à ces outils qui pourraient être des outils réels d'aménagement du territoire, qui passaient de la logique du test à une logique un petit peu plus forte. Pour revenir à la question un brin provocatrice sur l'État centralisateur, Monsieur Vanoni, l'État centralisateur a-t-il des vertus? Et si on prend par exemple une loi qui est ici très sensible, la loi SRU en zone tendue, pour beaucoup d'élus c'est un casse-tête, mais par exemple s'il n'y avait pas la loi SRU, est-ce qu'il y aurait autant de production de logements sociaux? Je crois que maintenant c'est prouvé que la loi SRU était plutôt positive. D'abord parce qu'on a produit du logement, et puis surtout ça a un petit peu on va dire, dédouané certains élus qui ne pouvaient pas faire, même s'ils avaient envie de faire, en se disant que électoralement c'était pas très, très porteur. C'est pas de leur faute, c'est la loi, ils sont obligés de le faire, ils font. Alors quand ils font pas, c'est un refuge finalement, c'est la loi. Et je pense que c'est un très bon élément, parce qu'on donne un objectif, alors 25, 30, on aurait pu mettre 40, on aurait pu mettre un moins, mais le fait qu'on affiche un objectif et qu'on le tienne dans le temps, c'est un très bon indicateur parce que ça donne un horizon, ça donne une lisibilité. Le zéro SDF de l'agglomération de Lyon, qui a été aussi évoqué par différents candidats à différents moments, Lionel Jospin en avait déjà parlé, voyez, pour vous dire que voilà. Donc le zéro SDF, voilà, c'est aussi une manière de donner un objectif, si on le tient dans le temps, voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on n'a plus de ressources localement, on est assez content de trouver quelqu'un, le législateur, l'État central, on peut lui mettre des noms ou désigner des responsabilités comme ça, mais on est assez content de trouver un recours. Par exemple, les villes moyennes, les cœurs de ville, moi je travaille pour des villes moyennes, ça tournait en rond, on ne savait pas bien par quel bout prendre le problème. La rénovation urbaine, avant l'ANRU, il y avait des choses qui se passaient, la politique de la ville existait, mais le fait qu'il y ait eu à un moment donné un discours fort, des moyens, une stratégie, une doctrine lisible, et puis quand on voit l'ANRU, c'est quand même plus de 15 ans d'une politique qui s'est stabilisé les acteurs, avec une ingénierie qui s'est constituée, etc., on ne peut pas dénoncer le fait que c'est une politique de stop and go. Elle a été tout à fait constructive, structurante, etc. D'ailleurs, je pense que, je m'adresse à Madame la Ministre, mais que le modèle de l'agence représente, à mon avis, l'État moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des cibles, avec un partenariat avec des décideurs locaux, ça se fait jamais sans le maire et jamais sans le président de l'agglomération, et avec des résultats et avec une convergence de moyens, mais aussi avec un accompagnement, c'est-à-dire quand une collectivité n'arrive pas à faire son projet, l'ANRU délègue des experts, elle-même en interne. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Avec une volonté de dénouer la situation et d'arriver avec les bailleurs sociaux, avec les autres partenaires, avec le Action Logement, à trouver des solutions et à produire, il suffit de regarder les quartiers aujourd'hui, une mutation très forte de ce tissu. Alors, cœur de ville, on est au début, on ne sait pas bien ce que ça va produire,
Mais je pense que l'État aujourd'hui, centralisateur, je ne sais pas si le mot est encore vraiment à conserver, parce qu'il faudrait lui retrouver il n'est pas si centralisateur que ça, même si certains dénoncent le fait d'un retour de l'État. Quand on voit les services des DDT dans les territoires, cette fois, je me dis le retour de l'État, il est assez modeste quand même. Bon. Mais c'est pour ça que je pense que le modèle de l'agence est beaucoup plus moderne. Mais l'histoire du retour de l'État ou d'une nouvelle fonction de l'État, qui ne serait pas l'État animateur de Donzelot, qui avait aussi vécu, mais un nouveau positionnement est vraiment à trouver. Et pour deux raisons. La première chose, c'est qu'il y a des thèmes que personne localement n'a envie de traiter. Les migrants, les très pauvres, certains déséquilibres territoriaux et certaines solutions sans possibilité de solutions locales, comme les centres-villes anciens par exemple, et aussi le temps long. Vous l'avez dit, il a fallu 55 ans pour arriver à un résultat. Aucun élu, ou très peu, peuvent faire valoir un mandat de 55 ans, si vous voulez. Donc il faut, ou alors il faut se méfier. Mais ce que je veux dire, il y en a peut-être, il y a Laurent Catala, je crois, à Créteil, qui doit pas, un peu moins, ouais. 45, voilà. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien que quelqu'un soit garant de la durée longue et de l'investissement sur la durée longue. Et on peut faire confiance aux institutions et pourquoi pas à cet État qu'on dit central ou centralisateur. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà ce que je peux vous dire. Pour compléter, avant de conclure avec une parole de Denis, vous parlez des villes moyennes, mais dans des villages comme Bunus ou plein d'autres, sans l'ANRU, évidemment les promoteurs ils sont pas intéressés ici de venir construire beaucoup de logements. Et avec l'ANRU, des vieilles maisons, mais avec des gens qui veulent se loger, elles sont réhabilitées. Ça permet aux gens d'ici de se loger. Il n'y a pas que l'ANRU, il y a l'ANA, qui est une autre agence, ne fonctionne pas de la même manière, c'est encore autre chose. Mais oui, effectivement. Ça profite à tout le monde, c'est-à-dire chaque fois que l'intérêt individuel, compris en milieu rural. Excusez-moi, mais je vous parle. Allez-y. Mais à chaque fois que l'intérêt individuel du promoteur, de l'opérateur économique et éventuellement même de la gestion locale ne peut pas mobiliser suffisamment de moyens, par exemple, il n'y a pas d'opérateur ici qui pourrait venir, il est nécessaire que quelque chose d'un peu supérieur, au point de vue territorial, intervienne de manière à compenser les défauts dans un cadre donné, avec des règles données, bien sûr. Donc, bien sûr, requalifier les centres-villages ou les petites villes. Par exemple, ici, le souvenir que j'ai de mon enquête que j'ai faite l'année dernière sur le Pays Basque, dans certaines petites villes et villages, on a des grandes maisons, en général du centre-bourg, qui sont vides parce que la famille traditionnelle basque a évolué, l'occupation de ces maisons a fait qu'il y avait encore une veuve qui habitait là pendant quelques années toute seule, et ensuite la maison a été remise sur le marché avec des héritiers qui ont cherché des repreneurs. On a du mal à la vendre parce qu'elle est trop grande, personne ne veut les acheter parce qu'elles sont importantes, et pourtant on manque de logements et on construit des lotissements à la sortie du village. Comment se réapproprier ces villages? Il faut trouver l'opérateur, le financeur, avoir un portage sur un long terme, parce qu'il faut trouver les héritiers, etc. Ça prend quelques années, et ça ne peut pas être décidé par juste le maire de ce petit village. Il faut une politique générale, et éventuellement portée par l'agglomération, d'ailleurs. Peut-être Denis, et après un petit point juste sur l'État. On passe aux questions. Sur la position de l'État centralisateur, un point qui me paraît important. Moi, je parlerai surtout d'un besoin et d'un repositionnement sur un État qui permettrait de la synergie. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi, alors il est garant d'un certain nombre d'éléments, on est bien d'accord, mais face à certaines formes de territoire, à certains dévoiements que connaissent les territoires, déprises, il faut que l'État soit le garant de la synergie des acteurs autour de ces territoires-là. C'est lui seul qui peut le faire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des phénomènes de compétition, de collectivités territoriales, etc., qu'on a la région, le département, les collectivités d'agglomération. Il faut que l'État soit là pour dire on joue tous ensemble, et dans la durée. Intervenir sur les petites villes dont on parlait tout à l'heure, qui sont l'armature territoriale de ces territoires hors métropole, ça ne va pas se faire sur 5 ans ou sur 3 ans. On en a parlé tout à l'heure, 50 ans pour arriver des métropoles. Il faut donc qu'il soit le garant de la durée, mais aussi le garant de mettre ensemble les gens autour de la table pour faire de la synergie, pour construire ensemble les choses. Et que ce soit lui qui soit ce garant-là aussi. Très bien. Merci beaucoup, Denis Cagnot, David Vanoni, pour vos interventions.
Jean-Luc, je te laisse passer le micro s'il y a des questions. Je vais passer le micro pour 2 questions, et puis ensuite on entendra le député Michael Nogal qui nous parlera de la proposition de loi dont il serait peut-être le rapporteur. Alors, qui c'est qui est intéressé? Non, pas bien. C'est un bout du chemin. Merci Jean-Luc. Razia Madi, je dirige News Tank Cities, l'agence d'information spécialisée sur la ville. Fier et heureux cette année encore d'être partenaire de cet événement. Il était dit précédemment que la théorie, par exemple, en tout cas l'idée des agences était celle qui apparaissait la plus pertinente. On ne peut pas créer une agence pour 25 projets. Par contre, s'il y a bien quelque chose sur lequel aujourd'hui il y a un besoin, et je voudrais votre avis là-dessus, c'est l'enjeu des transitions. Transition lorsqu'il faut reformater le tissu urbain par rapport au réseau de transport pour le rendre plus pertinent. Transition, parce que vous en avez parlé tout à l'heure avec les entrées de ville, sur les friches commerciales, par exemple. Et c'est là où moi je voudrais vous entendre, c'est-à-dire qu'on est sur de la complexité, de la nécessité de partenariat. Mais aujourd'hui, par exemple, on veut faire du centre commercial en centre-ville et on a de la friche commerciale qui se développe hors de ville. Comment on fait aujourd'hui pour que l'expertise de ceux qui savent faire les ensembliers, de ceux qui savent mettre ensemble les gens, puisse faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des verrues urbaines à l'entrée des villes dans 20 ans et qu'en même temps, on puisse dynamiser ce foncier pour qu'il soit disponible à l'aune des impératifs de réponse à la crise du logement, etc. Je vous laisse... Il me semble que c'est ce qu'il faut inventer, c'est de nouveaux modèles de travail en commun. Je disais tout à l'heure le mot synergie par rapport à l'animation auprès des collectivités locales. Je pense qu'il faut le faire aussi sur les ingénieries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas où il faut sortir du modèle de l'expert que l'on avait jusqu'ici, qui est appelé et qui fait une analyse et qui fait un conseil. L'expertise aujourd'hui, elle est largement partagée. Et ce qu'il faut, c'est des modèles de type laboratoire sur le moindre sujet, le moindre problème, et qu'on se mette ensemble à travailler et à réfléchir au sujet. Récemment, j'ai un exemple qui n'est pas celui que vous évoquez sur les centres-villes, mais qui est celui de l'émergence d'une filière sur la valorisation des déchets du BTP. C'est extrêmement important de faire un travail collectif avec l'ensemble des acteurs et que ça ne se résume pas qu'à celui qui va produire le déchet, mais à celui qui est en amont pour la conception, à celui qui est en aval pour l'exploitation, à celui qui est en cours pendant le traitement du chantier, à celui qui va le faire ensuite et exploiter. Bref, on est sur un travail qui doit être collectif. Donc ce qu'il faut inventer aujourd'hui, ce sont des modes de travail collectif en synergie entre les différentes ingénieries. Sortir de la sectorisation, ouvrir et largement désectoriser, désegmenter, décloisonner les interventions. Et ça, les collectivités doivent nous y pousser. Et en tout cas, à l'agence d'urbanisme, nous essayons d'animer cet espace de travail ou ces espaces de travail collectifs. Bonjour, Michel Gontard, président Grand Delta Habitat Avignon. Je souhaiterais intervenir également, de par mon expérience municipale, moi je fais que 35 ans, j'ai pris ma retraite, rassurez-vous, au sujet des cœurs de ville. Nous sommes confrontés, du moins nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais comme vous ici également, par des cœurs de ville qui sont affectés de secteurs sauvegardés et sur lesquels on connaît fort bien, et pardon de l'expression, l'impérium des bâtiments de France. Par ailleurs, nous sommes également affectés, nombre d'entre nous, par des secteurs complets qui sont devenus en fait des foyers qui sont passés entre les mains aujourd'hui de personnes qui s'illustrent par le dispositif de l'accueil notamment d'immigrés et essentiellement de marchands de sommeil. Les collectivités locales souhaitent réagir en ce sens. Mais l'immense difficulté qui est la nôtre, c'est d'une part en tant que bailleur social et d'autre part en tant qu'élus locaux, c'est la difficulté de pouvoir conjuguer à la fois les impératifs, donc d'une part du secteur sauvegardé et d'autre part de la cherté, bien entendu, des parties donc concernées sur ces territoires.
Moi, ce que je souhaiterais savoir, si à un moment donné, on peut envisager une véritable démarche collective en ce sens, avec cet objectif qui est extrêmement important, c'est celui de restituer une partie de la ville à des populations qui soient des populations qui viennent réajuster l'équilibrage afin de ne pas avoir uniquement des secteurs de bobos en termes de logement pour tous, mais également afin de pouvoir y réintroduire des parties qui seraient des parties consacrées bien entendu à des espaces verts et à des secteurs qui sont appelés indiscutablement à faire une révolution sur eux-mêmes, ce sans quoi on va s'illustrer ensuite par ce que certains d'entre vous connaissent bien, c'est-à-dire des centres-villes à l'américaine dans lesquels aujourd'hui ne peuvent vivre que les gens qui sont sous des revenus qui ne sont pas admissibles ou d'autres qui s'avèrent avoir des revenus qui leur permettent de pouvoir jouir de dispositifs qui ne sont pas ceux que tout un chacun souhaite avoir, au moins dans une vision d'égalité. Merci. Monsieur Vanoni, vous pouvez répondre ? Oui, enfin, en même temps, c'était pas une question, c'était plutôt une déclaration, un commentaire. Donc, oui. D'accord, très bien. J'ai pas le... Voilà. Oui, Annie Guillemot, sénatrice du Rhône et ancien maire de Bron. Je voulais juste intervenir très rapidement parce que je ne partage pas tout à fait votre avis sur les agences et sur l'État centralisateur État. Même si, en tant que maire de Bron, effectivement, je bénis la naissance et tout le travail que Borloo a fait avec l'ANRU, force est de constater aujourd'hui que l'État met que 100 millions d'euros et que les 10 milliards, ils ne sont pas mis par l'État. Donc c'est aussi un désengagement financier de l'État. Est-ce que c'était nécessaire de créer la NCT et de doubler tout ce que fait le CEREMA ? Je crois que l'État doit faire attention par les agences de ne pas squeezer l'échelon central parce qu'on s'aperçoit aussi que ça a désengagé l'État central sur des politiques très importantes que sont l'aménagement du territoire, la rénovation urbaine et l'habitat. Et je crois que vraiment, il faut que l'État centralisateur en matière de logement, je suis pleinement d'accord qu'il faut que ça soit une politique régalienne, mais il faut derrière de la flexibilité, de la fongibilité des aides, des lignes budgétaires, et que c'est vraiment un partenariat entre les bailleurs au niveau local, l'État local et les collectivités locales qui doit justement répartir. C'est pas à l'État de dire qu'il faut combien de PLAI, qu'est-ce qu'il faut faire pour les migrants, qu'est-ce qu'il faut faire pour les SDF. Au passage, les foyers d'hébergement sur lesquels on travaille dans la métropole de Lyon, ce ne sont pas ceux des foyers de migrants que vous avez notés, donc c'est vraiment des choses particulières. Et pour avoir mené avec Dominique Estrosi-Sassone la mission pour le Sénat sur l'habitat et l'hébergement après le Covid, ça nous pose quand même un gros problème, tant sur les EHPAD que sur l'hébergement, à réfléchir sur le mode collectif. On ne peut plus utiliser le mode collectif face au Covid. Pour loger des gens, il faut qu'on puisse les mettre dans des entités particulières. Et ça, c'est un grand enjeu pour tout le monde et pour toutes les collectivités, y compris l'État. Sur l'organisation de l'État, je ne vais pas faire un débat ici. En plus, c'était juste, mon propos était sur la méthode. Voilà. Après, vous avez raison, il faut regarder de manière raisonnable et non, non polémique, la manière dont l'État central, les agences, les collectivités fonctionnent. C'était plutôt la méthode qui m'intéressait. Et ça renvoie un peu ce qui a été dit. C'est dans les projets urbains, dans les projets d'aménagement, on est toujours un peu embêté par l'acte 1. Parce qu'en fait, en général, les plans, les schémas sont toujours très bien quand ils sont parfaitement dessinés. Ils sont toujours bien quand ils sont aboutis. Mais soit à fois, il faut 15 ans pour y arriver, ou même pour une rénovation d'un quartier. Et l'acte 1, celui qui va faire bascule, celui qui va faire levier sur la suite, que ce soit un aménagement d'entrée de ville, centre-ville, etc., c'est toujours le plus compliqué, parce qu'on n'a pas fait les preuves que c'était efficace, parce qu'on n'a pas l'ingénierie mobilisée, les acteurs ne sont pas encore complètement convaincus, il y a encore peut-être un peu d'opposition, donc c'est l'acte 1 qui est important. Et c'est pour ça que l'ANRU, je trouve, avait été... avec le recul maintenant, hein, on a du recul, un très bon instrument, parce que d'abord il y avait une très bonne communication, c'était lisible, on avait parlé de sanctuarisation des moyens, on parlait de millions, de milliards, voilà, on avait quand même quelque chose qui a avancé. Et depuis, sans critiquer personne, c'est toujours des mini-mesures, des petites réformes, etc. Et on n'a jamais retrouvé, peut-être à cœur de ville, mais encore aujourd'hui, c'est assez peu lisible localement, hein, surtout en termes de résultats. Donc, je voulais mettre en avant la méthode. Pour ce qui est des centres-villes anciens, là aussi, il va falloir inventer. Tout à l'heure, Denis disait, il faut inventer des nouvelles politiques.
quand on n'a pas de commerçants, pas des gens qui ne veulent pas y habiter dans les centres-villes, quand le logement lui-même ne correspond pas au logement souhaité par les populations, et quand on sait que c'est trop cher quand on remet sur le marché ces logements, il va bien falloir trouver quelque chose, et on est en train d'inventer des dispositifs, des moyens, des financements, mais on est encore vraiment dans les balbutiements. Là, vraiment, il va falloir créer quelque chose. Alors, les architectes des bâtiments de France et toutes les normes et toutes les contraintes sont aussi par là-dessus. Donc, je ne pourrais rien dire si ce n'est qu'il faut inventer une méthode et surtout s'arc-bouter sur l'idée de l'acte 1. Par quoi on commence pour que ça puisse s'enchaîner sur des résultats positifs. Pas faire trop long parce que je pense qu'il y a des annonces derrière, mais voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci.